Bonjour à toutes et à tous. Heureux d'être une fois de plus, grâce à l'invitation d'Alain, parmi vous cet après-midi. Parmi vous pour une parenthèse de réflexion. Dans un monde de bruit et de fureur, dans un monde où s'affrontent aujourd'hui des positions caricaturales, des violences verbales qui saturent le débat public, dans un monde où règne une sorte d'agressivité d'atmosphère, de guerre des invectives et des certitudes. Guerre des certitudes. C'est Rachid Benzine et Delphine Orviller, dans le livre qu'ils ont consacré ensemble à la question du dialogue entre les cultures et les religions, qui conclut ensemble: on détruit le monde à coups de certitude. Et c'est bien parce qu'on détruit le monde à coups de certitude que, en introduction, je ferai volontiers appel à l'image et à la figure de Socrate. J'ai un problème quasiment récurrent, mais presque métaphysique, avec le fonctionnement de cette télécommande qui est censée permettre de passer d'une diapositive à l'autre. Effectivement, face à cette guerre des certitudes où chacun, au nom de ses certitudes, veut anéantir, sinon les autres, du moins le point de vue des autres, il faut peut-être revenir à cette figure de Socrate qui, face aux sophistes, qui, eux, expliquaient, enseignaient comment convaincre de ces certitudes, rappelaient sans cesse et obstinément que croire savoir empêche d'apprendre. Croire savoir empêche d'apprendre, et c'est un peu ce que j'avais tenté de dire dans un article qu'a cité tout à l'heure Alain, que le journal Le Monde avait publié il y a quelques mois. Je visais alors les robots conversationnels et plus particulièrement ChatGPT. Et nous allons un peu parler de ChatGPT parce que quand j'ai reçu de la part d'Alain le titre de mon intervention, je me suis demandé ce que précisément ChatGPT pouvait en dire. Eh bien oui, le robot conversationnel répond à cette question. Et nous allons prendre le temps. Alors, si nous avions plus de temps, si nous étions en formation, nous prendrions beaucoup de temps pour analyser ce texte. Nous allons prendre le temps de lire ce qu'un robot conversationnel répond à la question « Peut-il lui-même susciter le désir d'apprendre ?» Alors, il répond d'abord « Oui, un robot conversationnel peut susciter le désir d'apprendre de plusieurs manières. Premièrement, interactivité engageante. Un robot conversationnel peut être programmé pour interagir de manière engageante avec l'utilisateur. Il peut poser des questions, répondre aux questions de l'utilisateur et engager des conversations stimulantes qui encouragent la curiosité et l'apprentissage. Premièrement.
Deuxièmement, contenu éducatif. Je vous demande un peu de patience, vous allez voir que nous allons exploiter ce texte d'une manière un peu critique. Le robot peut fournir un accès à des informations éducatives et à du contenu d'apprentissage. Il peut recommander des ressources telles que les vidéos, des articles, des livres, des cours en ligne, en fonction bien sûr des intérêts de l'utilisateur. Troisièmement, personnalisation. En utilisant l'intelligence artificielle, le robot peut s'adapter aux besoins et aux préférences de l'utilisateur. Il peut recommander du contenu spécifique en fonction des centres d'intérêt et du niveau de connaissance de chaque utilisateur. Quatrièmement, gamification. Oui, là, il a utilisé un terme qu'on pourrait remplacer avantageusement par ludification, qui existe dans le dictionnaire de l'Académie française, mais peu importe. Gamification, intégrer des éléments de jeu dans l'interaction avec le robot, peut rendre l'apprentissage plus ludique. Des récompenses, des défis et des objectifs peuvent motiver l'utilisateur à apprendre davantage. Mais ce n'est pas tout. Mais ce n'est pas tout. Feedback constructif. Le robot peut fournir un feedback constructif sur les progrès de l'utilisateur. Cela peut aider à maintenir la motivation en montrant les réalisations et en identifiant les domaines à améliorer. On continue. Narration et storytelling. Le robot peut raconter des histoires, des anecdotes ou des cas d'études liés au sujet d'apprentissage. Les récits captivants peuvent susciter l'intérêt et la curiosité de l'utilisateur. Septièmement, support continu. Attention, alors là, on ne peut pas dépasser. Le robot peut être disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour répondre aux questions et aider à l'apprentissage à tout moment, ce qui permet à l'utilisateur d'apprendre à son propre rythme. Huitièmement, communauté et collaboration. Le robot peut faciliter la connexion avec d'autres apprenants partageant les mêmes intérêts. L'apprentissage collaboratif peut être motivant et stimulant. Neuvièmement, défis et projets. Proposer des défis ou des projets liés au sujet d'apprentissage peut encourager l'utilisateur à appliquer ses connaissances de manière pratique. Dixièmement, le robot peut aider l'utilisateur à suivre sa progression en fournissant des statistiques et des informations sur les compétences acquises. Cela peut renforcer le sentiment d'accomplissement et le désir de continuer à apprendre. Et le robot conclut. En fin de compte, le succès d'un robot conversationnel pour susciter le désir d'apprendre dépendra de sa capacité à s'adapter aux besoins individuels de l'utilisateur, à fournir un contenu pertinent et à créer une expérience d'apprentissage attrayante et attractive. Au revoir. Au revoir parce que d'une certaine manière, le robot prétend répondre à toutes les questions qu'a posées Alain tout à l'heure. Néanmoins, alors si on avait le temps, on ferait le travail ensemble, mais je l'ai fait un peu en amont pour accélérer les choses. Néanmoins, quand on analyse les réponses du robot, les choses ne sont pas aussi évidentes que ça. Alors on va procéder à un petit travail critique. D'abord, repérons que la rigueur du robot n'est qu'apparente. Alors il est très scolaire, hein, il utilise la base 10. Ça doit être une de ses obsessions. Dans sa base de données, le chiffre 10 doit être lié à l'école. Mais les 10 items qu'il utilise se recoupent complètement. Vous avez observé que la gamification revient avec les défis et projets, que tout cela aurait dû être mis ensemble, mais que ça a été séparé, on ne comprend pas pourquoi, etc. En réalité, son plan n'est qu'une apparence de plan, parce qu'il lui manque quelque chose de fondamental pour structurer une pensée, je ne dis pas sa pensée, une pensée, qui sont les concepts. Le robot n'a pas de concept. Et puis, deuxième élément, deuxième constatation, le robot agrège systématiquement ce qu'il conviendrait de distinguer. Et vous verrez, si vous utilisez les robots comme ChatGPT, mais BlueMai par exemple, qui est plus élaboré que ChatGPT, tombe dans le même travers, vous verrez que le principe de ces robots, c'est de vous proposer des listes ou des ensembles de mots et de les considérer comme des synonymes.
exemple là, il considère comme synonyme information, contenu, ressources. Est-ce que ce sont des synonymes? Il faudrait voir. Il considère comme synonyme intérêt, préférence, besoin, niveau. Est-ce que ce sont des synonymes? Il faudrait regarder d'un peu près. L'enjeu en réalité pour nous autres, pour les pédagogues, pour les éducateurs, pour ceux qui travaillent autour de cette question de la différenciation qu'a évoqué Alain tout à l'heure, c'est pas d'agréger des mots qui se rapprochent, c'est de distinguer les mots qui sont proches. Parce que distinguer les mots qui sont proches, c'est cela la probité linguistique et c'est cela qui nous permet de penser. C'est cela qui nous permet de regarder le réel, de l'analyser et d'agir sur lui d'une manière pertinente. Alors, le robot n'est pas rigoureux. Le robot agrège ce qu'il convient de distinguer. Et puis aussi, on peut dire que globalement, le robot parle pour ne rien dire. Il multiplie une forme d'euphémisation des termes, en particulier par l'usage systématique du verbe « pouvoir ». Alors, vous observerez, si vous interrogez ChatGPT ou un autre robot conversationnel, vous verrez que le verbe le plus utilisé, c'est le verbe « pouvoir ». Il peut faire quelque chose, ça peut fonctionner, ça peut marcher. Bon, ça peut marcher ou ça peut ne pas marcher. C'est une manière d'euphémiser toute affirmation en disant que ça peut ou ça peut ne pas. Bon, ça peut, voilà. Il utilise également des formules extrêmement générales et mystérieuses, par exemple, engager une conversation de manière engageante. Alors, engager, engageante, oui, d'accord. Susciter des conversations stimulantes, oui, bien sûr, c'est bien, mais ça veut dire quoi? Et puis, le robot, il est vraiment obsessionnel, quoi. En plus de ne parler pour ne rien dire, il dit toujours la même chose. Dans tous les domaines qu'il évoque, absolument tous les domaines, il renvoie toujours à une même réalité, il utilise toujours le même terme qui prétend qualifier sa qualité première. Ce terme, c'est le verbe « s'adapter ». Il s'agit de s'adapter aux besoins individuels, aux intérêts personnels, au niveau, etc. de ses interlocuteurs. S'adapter, nous y reviendrons, c'est peut-être là le verbe qu'il faut précisément interroger. Mais continuons à analyser son texte. Cinquième constatation, le robot, en réalité, ne fait que renvoyer les corrélats qui sont majoritaires dans sa base de données sans en interroger la légitimité. En réalité, vous le savez, le robot fonctionne sur des occurrences statistiques, c'est-à-dire qu'il calcule vite et bien afin d'identifier les formulations les plus répandues et validées dans ce qui existe déjà. Il fonctionne donc comme une sorte de sondage. Il dit ce qui est, dans sa base de données, bien sûr, et non comme un débat démocratique dont le propre, dont la spécificité, dont l'enjeu et la noblesse est de faire émerger du nouveau, c'est-à-dire quelque chose qui n'existe pas déjà à partir de ce qui existe. Le robot est incapable de faire émerger du nouveau, il calcule le plus grand dénominateur commun de ce qui existe dans sa base de données. Et sixième et dernière constatation, le robot s'adresse à des usagers qu'il considère comme des clients. Alors évidemment, comme tout fournisseur de services, le robot comme tout fournisseur de services, le robot cherche la satisfaction de ses clients. Il est disponible en permanence, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et c'est là où nous touchons un point fondamental. Un robot conversationnel, l'intelligence artificielle telle qu'elle existe, un certain nombre de services marchands d'éducation tels qu'ils se développent aujourd'hui, ne sont pas des institutions, ce sont des services. Ils ne s'adressent pas à des citoyens qui veulent mobiliser, mais à des usagers qu'il convient de satisfaire immédiatement
et qui vont juger des services rendus en fonction de leur satisfaction immédiate. L'école, elle, n'est pas un service. Elle est une institution. La satisfaction des usagers n'est pas le critère de la qualité de l'école. D'ailleurs, personne n'oserait dire que le critère de la qualité de la justice est la satisfaction des justiciables. Hein? Le critère de la qualité de la justice, c'est sa capacité à faire justice. Le critère de la qualité de l'école, c'est sa capacité à permettre à chacun de penser par soi-même, ça a été évoqué par Alain, et de construire du commun. Deux exigences pas si faciles à concilier, mais qui sont au cœur de sa mission. Alors oui, nous sommes aujourd'hui face à une dérive institutionnelle, une dérive de l'institution vers le service, une dérive qui ne touche pas que l'école, qui touche toute une série d'autres institutions de notre République, dont les citoyens considèrent qu'elles ne sont plus là pour instituer du bien commun, mais pour satisfaire leurs intérêts individuels. On voit bien que les parents aujourd'hui se vivent souvent comme des clients de l'école et non pas comme des citoyens qui supportent une institution républicaine au service de toutes et tous. Et on voit bien que cela mine profondément l'institution scolaire. Alors à partir de cette petite analyse de texte du robot conversationnel, mais qui m'a quand même permis de vous dire 2-3 bricoles, à partir de là, quelques réflexions sur le rôle du professeur pour susciter le désir d'apprendre. 3 remarques que je vais développer successivement. Première remarque, le professeur ne s'adresse pas à des usagers clients, mais à des élèves qu'il doit élever et avec qui il doit passer de l'enrôlement à l'engagement, ce qui n'est pas une petite besogne. Deuxième remarque, la pédagogie, ce n'est pas s'adapter à l'élève, c'est lui ouvrir des possibles et lui permettre de se dépasser. Troisième remarque, ce qui se transmet en classe, ce ne sont pas seulement des informations, ni même des savoirs, c'est aussi un rapport au savoir. Première remarque, le professeur ne s'adresse pas à des usagers clients, contrairement aux robots, mais à des élèves qu'il doit élever. Des élèves, disais-je, avec qui il doit passer de l'enrôlement à l'engagement. En effet, l'école accueille, mais d'une certaine manière, elle fait un peu plus qu'accueillir, elle convoque des sujets. Elle les convoque à venir et à se présenter ensemble au même moment, dans les mêmes lieux, en dépit de leurs histoires singulières. Et elle leur promet de leur faire partager les mêmes savoirs. Au cœur de l'école, il y a cette dialectique extraordinaire. Chacun arrive avec sa singularité et tous partiront avec les mêmes savoirs, sans avoir abandonné pour autant leur singularité. À ce titre, contrairement au robot conversationnel, l'école ne pose jamais le préalable de la motivation. Rien n'est plus contraire à l'idée même d'école, telle qu'elle est formulée par exemple par Ferdinand Buisson dans le fameux dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire, que de dire d'un élève il ne réussit pas parce qu'il n'est pas motivé. D'abord parce qu'on peut toujours inverser l'affirmation, dire il n'est pas motivé parce qu'il n'a pas réussi, c'est quand même l'échec qui démotive le plus souvent les enfants. Et ensuite parce que la motivation n'est pas un préalable de l'école, c'est un objectif. Et que le défaut majeur de la transformation qui provoque la transformation des institutions en service, c'est la transformation des objectifs en préalable. Platon écrivait au-dessus de l'académie « Nul n'entre ici s'il n'est géomètre ». On peut écrire au-dessus de chaque classe « Nul n'entre ici s'il n'est déjà motivé ». Nul n'entre ici s'il ne sait déjà travailler. Nul n'entre ici s'il n'est déjà attentif. Nul n'entre ici s'il n'est déjà autonome.
Effectivement, si on écrit cela au-dessus de la classe, on réussira. On n'aura pas de problème pour réussir, parce qu'on aura tout simplement transformé les objectifs en préalables. Ce que font allègrement les grandes écoles et toute une série d'institutions spécialisées qui ne recrutent que ceux qui ont déjà en préalable les objectifs qu'elles sont censées atteindre. Plus profondément peut-être encore, l'école ne se contente pas de proposer des offres, elle doit construire la demande. Et c'est là qu'elle se distingue très fondamentalement de tout système marchand qui pourrait proposer des offres d'éducation. Des offres d'éducation, il y en a énormément. Et ChatGPT fait partie des offres d'éducation. Mais l'école ne se contente pas de proposer des offres. Elle ne peut pas le faire parce qu'elle vise cette égalité dont parlait Alain. Et c'est Bourdieu, il y a déjà bien longtemps, dans son premier texte sur la fréquentation des musées, qui concluait par cette phrase assez terrible: « Toute offre de biens culturels renforce les inégalités. » Parce qu'elle offre des biens, alors que les individus sont tellement inégaux dans leur capacité à percevoir les satisfactions qu'ils pourraient en tirer et dans leur capacité à s'approprier ces biens, que seuls ceux qui en connaissent d'avance le bénéfice vont pouvoir se les approprier. Se contenter d'offrir des savoirs, c'est évidemment se contenter de les offrir à ceux qui savent qu'il est bon d'apprendre et de savoir. Construire la demande est bien plus difficile. C'est bien plus difficile et c'est bien ce sur quoi butent toutes les politiques culturelles françaises. Les statistiques nous montrent que nous avons, par exemple, en l'espace de 20 ans, multiplié par 8 les places offertes aux Français en matière de spectacle vivant, mais qu'il n'y a pas 8 fois plus de gens qui vont au spectacle vivant que ce sont simplement les mêmes qui y vont 8 fois plus. Eh bien, le rôle de l'école, ce n'est pas cela. Construire la demande, c'est mobiliser. C'est passer de l'enrôlement, les élèves sont enrôlés, ils sont là. Ils n'ont pas demandé à être là et pour la plupart, ils préféreraient être ailleurs. Et il faut qu'ils passent à l'engagement. L'engagement dans une activité. L'engagement dans un apprentissage. L'engagement dans quelque chose qui les implique et qui va faire que le savoir ne sera pas pour eux un objet à s'approprier et à rendre le jour de l'examen, mais quelque chose qu'ils vont métaboliser pour les aider à grandir. À l'école, chacun et chacune est appelé à se dépasser. À se dépasser, c'est-à-dire à faire mieux que ce qu'il croyait être capable de faire, à ne pas être enfermé dans la contingence d'où il vient, mais à espérer, à tenter, à vouloir aller au-delà de ce qu'il est déjà. C'est la raison pour laquelle l'école est tout sauf le lieu du développement personnel. Il y a beaucoup de livres de développement personnel dans les librairies. Les librairies sont envahies de livres de développement personnel. Vous savez, je maigris donc je suis heureux avec les accords Toltec, soyez moi, soyez vous, soyons ensemble, etc. Il y en a énormément qui renvoient à une vision finalement assez hédoniste et assez individualiste de la réalisation de soi. L'école n'est pas le lieu du développement personnel, elle est celui du dépassement collectif, ce qui est tout à fait autre chose, être capable de se dépasser grâce à l'interaction avec les autres. Et cela m'amène à ma deuxième remarque, je regarde l'heure pour ne pas trop dépasser. La pédagogie, pour moi, ce n'est pas, contrairement à ce que dit ChatGPT, s'adapter à l'élève. Il y a dans l'idée d'adaptation, et Barbara Stiegler l'a bien montré, quelque chose qui relève du renoncement. S'adapter à ce qu'est un sujet, c'est finalement ne lui proposer que ce qu'on suppose qu'il est déjà capable de faire. L'école n'est pas cela. La pédagogie, c'est ouvrir des possibles et permettre à chacun de se dépasser.
Et c'est le contraire même de ce que les industries du numérique nous proposent. Les industries de programme et du numérique, en effet, cantonnent le sujet dans son passé. Elles l'enferment dans ce qu'on pourrait appeler le tunnel des algorithmes. Vous savez, vous commandez un livre, je ne dis pas où. Vous avez commandé un livre policier, vous rouvrez le site et on vous dit quoi? Vous avez aimé ce livre policier, vous aimerez un autre livre policier. L'éducateur, il dit, vous avez aimé ce livre policier? Moi, je vais vous faire aimer un livre d'histoire, de poésie et peut-être même de physique. Alors peut-être que je vais chercher dans le livre policier un élément, peut-être que ce livre policier parlait à un moment d'histoire et alors je vais en profiter pour m'articuler à ça et pour te proposer quelque chose, mais quelque chose de différent. Je ne vais pas t'enfermer dans ce tunnel des algorithmes qui est le tunnel du même, du toujours la même chose, de la proposition qui entérine toujours ce qu'on a déjà choisi, ce qu'on est déjà, ce d'où on vient, et qui ne vous dit pas du tout que vous pouvez aller ailleurs. Parce qu'à l'école, on prend chacun et chacune comme il est, comme elle est, mais on lui permet de découvrir ce qu'il ne soupçonnait même pas. L'école accompagne le sujet pour que, selon la belle expression de Pestalozzi, il se fasse œuvre de lui-même. À l'école, on travaille sur l'articulation entre la contingence et la liberté. C'est cela, l'émancipation. Travailler à l'articulation de la contingence de la liberté est quelque chose de compliqué, de difficile. Les contingences sont là. Je suis né ici, je suis né dans le Gard en 1949, de parents pétainistes qui m'ont appelé Philippe, un hommage à Pétain. Je n'y suis pour rien. Vous ne pouvez pas me le reprocher. C'est la contingence. C'est la contingence, et cette contingence, je l'assume, mais je n'y suis pas enfermé. L'école, c'est cela, c'est assumer la contingence, mais n'y enfermer personne. C'est refuser toutes les formes d'essentialisation, qui consiste à identifier un individu à une essence. Alors, oui, Jules est dyslexique. On commence par dire Jules est dyslexique pour dire qu'il faut l'aider, etc. Et puis Jules devient un dyslexique. Et entre Jules et dyslexique, on met un signe d'égalité. On oublie que Jules, il est aussi amoureux de manga, très bon goal au foot, qu'il est amoureux d'une fille de la classe et qu'il a aussi plein d'autres choses, plein d'autres cordes à son arc sur lesquelles je vais pouvoir m'appuyer et qui vont être de véritables leviers pour mon action pédagogique avec lui. Rien n'est plus contraire à l'éducation que l'essentialisation. Alors certes, nous avons besoin de classer. Et une institution comme l'institution scolaire passe son temps à étiqueter et à classer. Mais si elle est éducative, en plus d'être scolaire, elle passe aussi son temps à s'interroger sur la légitimité de ces classements et à se demander si les gens sont enfermés dans ces classements, ou s'ils peuvent précisément se dépasser, aller au-delà de la catégorie dans laquelle on les a affectés. Et c'est la raison pour laquelle la différenciation pédagogique, je préfère ce terme pour ma part à celui de pédagogie différenciée, ne peut être strictement adaptative. J'ai retrouvé dans mes archives un texte que nous avions discuté aux entretiens Nathan le 25 novembre 1995. 95. Pratiquement personne n'était né dans la salle. 95. Et où nous nous demandions si la différenciation pédagogique relevait de l'enfermement dans la différence ou de l'ouverture vers la découverte. Et je pense que ça, c'est une vraie question. Enfermé dans la différence, c'est ce que veut faire le robot. Enfermé dans le passé, dans une identité supposée, c'est ce que cherchent à faire les institutions mortifères.
offrir des possibles, ouvrir des horizons, faire découvrir ce que l'on ne sait pas faire, ce que l'on ne peut pas encore faire, ce que l'on n'a pas envie de faire parce qu'on ne l'a jamais rencontré. C'est ça la différenciation pédagogique. C'est pour ça que nous parlions à l'époque, en 1995, d'une différenciation pédagogique qui n'était pas strictement adéquationniste, on fait ça pour lui parce qu'il en a besoin, mais qui était inventivité régulée. Nous disions, ce qui caractérise la pédagogie, c'est que la solution ne se trouve jamais dans le problème, elle est à inventer, elle est à proposer, elle est dans la culture. Culture pédagogique, culture littéraire, culture scientifique, culture de nos différentes disciplines. C'est à ce titre que j'aime bien dire que l'école n'est pas le lieu du respect des différences avec un « E », quel est le lieu du respect des différences au sens de Jacques Derrida quand il écrit la différence avec un « A ». C'est-à-dire pas la différence dont on a hérité, la différence dont on n'est pour rien, mais la différence que l'on revendique, la différence que l'on construit, la différence que l'on assume. Je vais vite et je vais conclure. Ce qui se transmet en classe, ce ne sont pas seulement finalement des informations, ni même des savoirs, c'est aussi et peut-être surtout un rapport au savoir. La matière de notre savoir n'est jamais un objet inerte qui se transmettrait à l'identique. Elle est une mise au travail intérieure du professeur sur laquelle les élèves engrainent leur propre mise au travail. Deux mises au travail qui s'engrainent réciproquement. Deux citations pour dire cela. Une magnifique citation de Paul Ricoeur. « Si j'enseigne les mathématiques, je deviens le mot qui s'épuise dans la dénomination exacte, le discours constructeur de la preuve, bref, la parole scellée par la nécessité. Si j'enseigne la poésie, je m'approche avec les ressources de ma prose d'un langage qui crée et recrée la substance des présences et des correspondances par l'union charnelle du sens et de la voix. » Et un petit texte d'un auteur aujourd'hui oublié, Georges Gursdorf, qui en 1963 publiait un petit ouvrage qui s'appelait « Pourquoi des professeurs ?» et qui écrit qu'il s'agisse de s'initier à la pêche à la ligne, aux mathématiques ou à la philosophie, toute information nouvelle est une formation de l'être humain. Le maître n'est pas le répétiteur d'une vérité toute faite, il ouvre lui-même une perspective sur la vérité, l'exemple d'un chemin vers le vrai qu'il désigne. Car la vérité est surtout le chemin de la vérité, et ce chemin tourmenté autant que périlleux s'inaugure avec l'affirmation non seulement de la nécessité, mais aussi de la possibilité d'être un homme. Alors, en conclusion, j'ai relu récemment un texte superbe. C'est le discours de Jaurès en 1910, le 21 janvier 1910, un discours qu'on appelle en général le discours pour la laïque. C'est le discours dans lequel Jaurès prononce des phrases que vous connaissez toutes et tous parce qu'elles sont sur toutes les lèvres et infiniment répercutées partout. C'est là où il dit « on n'enseigne pas ce que l'on veut », je dirais même que l'on n'enseigne pas ce que l'on sait ou ce que l'on croit savoir, on enseigne et on ne peut enseigner que ce que l'on est. Mais on retient en général que cela. Alors que ce que dit Jaurès après est peut-être encore beaucoup plus important. Il dit car le but du professeur est que l'élève découvre toujours une chose à expliquer sous la chose expliquée. Et il cite Victor Hugo, comme l'onde sous l'onde en une mer sans fond. Découvrir toujours une chose à expliquer sous la chose expliquée. Que toute réponse devienne une question. Que tout savoir ouvre vers une nouvelle recherche, vers une interrogation, vers une mise en doute, vers une réflexion, vers la pensée. Cela me paraît tellement important que je cite souvent cette phrase de Fernand Houry qui dit « Il est essentiel que les enfants modernes retrouvent ce qu'ils ont perdu, le manque ». Alors par le manque de biens matériels, bien sûr.
Là, il y en a beaucoup, malheureusement, qui sont dans cette situation. Mais le manque, le désir de quelque chose qu'ils n'ont pas. Ils ont trop d'informations, trop de données. Au point que si j'avais à donner quelques pistes pour ouvrir cet après-midi, je dirais volontiers que l'enjeu de l'école aujourd'hui, dans le prolongement de ce qui a été dit tout à l'heure, serait d'aller vers un enseignement qui fait de toute connaissance une énigme, pour que de cette énigme émergent de nouvelles connaissances, vers des élèves chercheurs, que l'on met systématiquement en situation d'enquête, pour qu'ils aillent toujours plus loin dans la compréhension des choses et du monde et ne s'arrêtent jamais aux préjugés, aux stéréotypes, aux théories, qu'elles soient du complot ou pas. Ce serait d'aller vers une conception de l'apprentissage comme processus sans fin, qui ne s'arrête ni aux sentences d'une évaluation bancaire, ni à la seule efficacité pragmatique des connaissances acquises. Ce serait d'aller et de mettre au cœur de nos classes une recherche de la vérité qui surmonte sans cesse les représentations et les préjugés, qui progresse obstinément de savoir instituer en savoir destituer, et de savoir destituer en savoir instituer. Cela peut-être nous apparaît prétentieux, cela nous apparaît difficile, cela nous apparaît bien loin des circulaires et des injonctions que nous subissons au quotidien, mais cela n'est rien d'autre que ce qui fait du métier de professeur ce métier fondateur qui cheville la démocratie et qui rend possible toute forme de démocratie par l'interrogation toujours continuée sur les savoirs, les connaissances et les jugements, et par la recherche toujours instituée de ce qui peut constituer le bien commun. Merci de votre attention. Bien. Merci Philippe. Je ne m'étais pas trompé. Hein? Mes promesses n'étaient pas vaines. Adrien Vallée, qui va être le questionneur de nos interventions, il va poser à chaque intervenant une question après son intervention. Et puis ensuite, hein, comme je vous l'ai dit, à la fin de toutes les interventions, vous aurez la parole pour pouvoir interroger ce qui sera à ce moment-là une table ronde. Adrien, est-ce que tu as quelque chose enfin, je le tutoie parce qu'on se connaît bien. Est-ce que tu as quelque chose à dire à Philippe de ta position d'enseignant, longue marche d'enseignant dans sa classe et puis de militant culturel aujourd'hui? Parfois, j'aimerais bien être un robot conversationnel et trouver une question pertinente en 3 secondes. Mais déjà, je voulais vous remercier pour ce que vous avez fait. Une analyse critique de ChatGPT, c'est pas donné et c'est très riche pour nous. Parce qu'il y a aussi beaucoup de questionnements des parents, des élèves, des grands élèves, par rapport à ces robots conversationnels et vous nous avez donné des éléments de réponse. La deuxième chose, c'est d'avoir remis au centre le rôle du professeur. Ces élèves qui sont à élever, à essayer d'avoir comme objectif leur engagement. Vous avez ouvert chez nous des possibles, donc vous avez tenu votre rôle de professeur. Et puis ce rapport au savoir. Néanmoins, nous, dans notre vie d'enseignant, on a l'impression, enfin moi j'ai toujours l'impression de nager à contre-courant. Au contre-courant d'une société très technologique, avec de la technique qui pense, et qui pense à notre place. Et plus j'avance, plus j'ai l'impression que ce courant contre nous, enseignants, et souvent les élèves qui sont avec nous, ce courant est fort. La pratique quotidienne, régulière et constante des écrans, de nos téléphones portables, celle des jeunes, celle de TikTok, 2 semaines de Toussaint, c'est 2 semaines de TikTok pour beaucoup d'enfants. On les récupère ensuite. Je me dis,
que doit faire l'école, que doit faire la classe par rapport à cette technologie-là. Est-ce que concrètement, vous voulez nous démontrer que la technologie doit rester à la porte de la classe, tellement nous pouvons parfois percevoir qu'elle a un effet néfaste sur nos enfants, sur nos élèves? Non, je ne crois pas évidemment que la technologie doit rester à la porte de la classe. Si je me suis amusé à faire répondre ChatGPT à la question qui m'était posée par Alain, c'est pour vous montrer que ça, c'est un travail que peut-être l'école doit faire systématiquement. Démonter ce que ces robots conversationnels prétendent apporter, non pas pour les détruire, non pas pour les délégitimer surtout, mais pour les ramener à la place qui est la leur. Ils ne pensent pas. Ils ne peuvent pas penser à notre place. Ils ne font que faire émerger des constantes et d'une manière qui est très largement liée à simplement des occurrences statistiques. Voilà. Néanmoins, c'est utile. Néanmoins, c'est utile. Et je suis absolument convaincu qu'on peut les utiliser dans la classe. Et j'étais à la fin du mois d'août dans une manifestation, Ludovia, où il y avait énormément de collègues enseignants qui font un travail extraordinaire avec ChatGPT. Par exemple, ils demandent à ChatGPT, ils posent une question et ils font rédiger un petit texte d'une quinzaine de lignes par le robot et puis ils le distribuent aux élèves en disant « ça c'est votre brouillon ». Maintenant, vous allez écrire un texte personnel avec ça. Vous allez travailler ce texte pour arriver à en faire quelque chose qui soit créateur et qui ne soit pas simplement la reproduction du même ou de ce qui existe déjà. Alors, ce n'est qu'un exemple parmi des dizaines et des dizaines d'autres. On peut utiliser ces technologies, mais il faut les utiliser précisément pour montrer quelles en sont leurs limites et en quoi le rôle et les interactions de l'enseignant avec les élèves sont infiniment plus porteuses de satisfaction et de créativité que le robot. Et puis, dernière chose, je vais très vite, sur les écrans, bien sûr que je m'inquiète de l'hégémonie des écrans. Nous rentrons des vacances de la Toussaint, enquête réalisée par un mouvement d'éducation populaire sur un quartier de la ville de Nantes, entre 7 et 11 heures d'écran par jour pour les enfants pendant les vacances de la Toussaint, entre 7 et 11 heures d'écran par jour. Alors bien sûr, ce mouvement d'éducation populaire, il essaye de travailler en installant par exemple des terrains d'aventure au pied des tours. Alors on fait venir des palettes, on fait venir un Algeco, on met des outils et puis petit à petit les gamins descendent. Et ils descendent et ils découvrent qu'on peut créer avec ses mains, qu'on peut créer avec les autres et qu'on peut faire des choses formidables, différentes précisément de cette espèce d'hypnotisation de l'écran. Ça m'amène à un point fondamental qui est quelle place l'école laisse à ce que l'écran ne peut pas donner aux enfants, c'est-à-dire le plaisir de la créativité collective, le plaisir de faire avec leurs mains, le plaisir d'inventer, le plaisir de faire quelque chose qui n'existe pas déjà. Et là, on trouve la pleine part de l'éducation artistique. Merci, merci Philippe, merci beaucoup, merci Adrien. Je vais donc appeler au pupitre Bruno Germain. Bruno Germain est enseignant-chercheur à Paris Descartes, enfin Paris Cité maintenant, pardon. Et il va nous parler de, donc le titre de son intervention, c'est « Apprendre à comprendre ». Et vous verrez qu'à l'intérieur d'apprendre à comprendre, la question de la différenciation, plutôt comment différencier les propositions pour apprendre à comprendre est absolument essentielle. Bruno Germain, c'est à toi. Bonjour à tous, merci beaucoup. Alors, merci d'autant plus de m'avoir proposé de prendre la suite de Philippe Mérieux, ce qui est toujours facile. D'autre part, nous sommes dans les controverses. Controverse de Descartes, ce qui veut dire que nous devons controverser, nous ne sommes donc pas d'accord. Malencontreusement, je ne suis pas hostile du tout à tous les propos que je viens d'entendre et vous allez constater que d'une façon ou d'une autre, je vais les reprendre à ma façon. Alors, ce qui m'a été demandé, c'est de vous parler de la question de la compréhension. Moi, ce que je voudrais faire en vérité, alors, quand on me propose quelque chose, je détourne toujours un peu, c'est la part du mystère.
je vous propose de faire la relation entre comprendre et les modalités de cet apprentissage, et donc de voir un petit peu ensemble comment ça peut s'appliquer en classe, ce qui veut dire que je vais aborder mon propos d'une manière qui va vous paraître moins académique que très pragmatique, et de le lier à ce qui m'intéresse, entrons dans la classe. Alors d'abord, je voudrais dire que je vais y entrer d'une manière optimiste. Tout est possible. Et je ne veux pas croire une seconde que la fatalité de l'échec soit à la porte de l'école, tout au contraire. Alors on m'a dit qu'il fallait que j'appuie sur ce bouton. Oui. Bon, voilà, ça veut dire que ça marche. Donc on entre dans la classe et je voudrais donc faire cette relation entre un apprentissage et puis d'autre part la manière de procéder. Alors de quel apprentissage vais-je m'emparer? J'aurais pu m'emparer d'un apprentissage de la je sais pas, de la géographie systémique, j'aurais pu travailler sur les énoncés mathématiques. J'ai préféré choisir quelque chose que je connais un peu mieux, qu'est la compréhension des écrits, et plus particulièrement la compréhension de tous les supports qui sont mis à la disposition des élèves lorsqu'ils sont en classe, et ce, dans le premier comme dans le second degré. Tout ceci s'inscrit dans un ensemble qui est plus vaste, ça ne vous échappe pas, qui est l'apprentissage de la lecture. Mais je vais centrer mon propos sur une question qui est liée à la compréhension, et seulement ça. C'est un objectif spécifique, il est circonscrit. Et pourquoi donc est-il circonscrit? Eh bien, d'une part parce que, c'est un apprentissage qui est central et qui affecte à peu près tous les autres apprentissages, dans le premier comme dans le second degré. L'apprentissage de la compréhension des supports, c'est ce qui va nous permettre d'engager l'appropriation d'une notion, la rencontre avec une nouveauté, avec cette diversité que l'école propose aux élèves pour les éclairer. D'autre part, parce qu'il permet de concrétiser une forme de différenciation. Alors, en termes de différenciation, on pourrait en discuter aussi. Là, il y aurait peut-être controverse. Moi, je préfère diversité, mais elle est à la fois ambitieuse et je considère qu'elle est réalisable. Et c'est un petit peu ce que je voudrais vous montrer. Alors, pour ce faire, et pour faire très sérieux, je pars d'un certain nombre d'informations qui nous reviennent de différentes recherches qui ont pu être menées ici et là et que nous n'avons pas conduit nous-mêmes, donc sous une forme d'objectivité. Il y a une recherche qui a eu lieu en 2015, ça ne vous échappe pas, c'était Roland Guagou qui était à la manœuvre, mais avec un certain nombre d'autres collègues. Et ils sont arrivés collectivement, en tout cas, à un certain nombre de propositions, notamment le fait qu'à 10 ans, beaucoup d'élèves ne comprennent pas ou comprennent mal ce qu'ils décodent pourtant bien. Alors pourquoi est-ce que j'ai choisi la question de la compréhension en tant que telle? C'est parce que il ne vous échappe pas que depuis quelques années, dans les discussions qui ont lieu au niveau institutionnel, on a cru répondre à la question en disant que la compréhension ne s'apprend pas finalement pour elle-même, elle est le lien naturel, la finalité naturelle d'un autre apprentissage qui est beaucoup plus mécanique et beaucoup plus structuré et qui est celui du déchiffrage. Alors on arrive ici à une première proposition qui est de dire que beaucoup d'élèves ne comprennent pas ou comprennent mal ce qu'ils décodent pourtant très bien, et si donc tout venait du décodage, alors ils comprendraient bien. Je pense qu'un certain nombre parmi vous ont vécu et vivent encore régulièrement dans les classes le fait que des élèves à qui nous demandons « peux-tu lire l'énoncé qui est au tableau, peux-tu lire un petit extrait ?» à toute la classe, savent le faire et avec le ton et avec la courbe intonative et tout ce qui fait que nous sommes enchantés et ça y est, nous sommes convaincus. Et si nous posons malencontreusement à cet élève-là de quoi s'agit-il une fois qu'il l'a lu à toute la classe, eh bien, il est bien en peine pour nous répondre. Ce qui signifie que certes il décode, mais enfin, que comprend-il? Alors, ces difficultés sont liées, sont déjà présentes au cycle 2, puisque là, il s'agissait de le dire au sens large, à 10 ans. C'est présent au cycle 2, mais c'est également présent, de toute façon, un peu partout, et déjà antérieurement, donc pour des élèves qui sont en maternelle, à qui on lirait du texte oralement. On ne voit pas nécessairement les difficultés de compréhension des élèves parce qu'elles sont relativement masquées. Soit elles sont masquées parce que les évaluations n'abordent pas véritablement au fond la question. Ce n'est pas avec 3 questions qu'on pose aux élèves qu'on peut véritablement savoir de quoi il s'agit. Soit précisément parce que nous posons des questions extrêmement pointues auxquelles nous avons déjà la réponse et qui sont en général des questions qui portent sur des réponses littérales. En d'autres termes, si l'élève a un minimum de mémoire, il nous donne l'illusion qu'il a compris tout le reste. Alors, ceci, c'est une autre chose que je voulais vous montrer. C'est pour faire sérieux, mais vous voyez une courbe.
Cette courbe, qu'est-ce qu'elle vous montre? C'est à la suite d'une étude que nous avons conduite sur l'apprentissage de la lecture en général, donc décodage et compréhension en particulier, assez récemment dans l'Académie d'Amiens, donc ça remonte pour nous à 2022, c'est assez récent hein, puisque c'est post-Covid. Et ce que vous voyez là, c'est finalement une courbe qui vous montre comment des élèves nous montrent qu'ils comprennent un texte en fonction de leur rapidité de lecture. Alors, la rapide lecture, en bas, si vous voyez un tout petit peu, vous avez un certain nombre de mots qui sont lus par minute, et puis vous voyez le pourcentage de compréhension des élèves qui semble s'élever au fur et à mesure qu'ils lisent de plus en plus de mots. Alors, on ne va pas trop s'étonner non plus, parce que quand vous ne lisez que 4 lignes d'un texte, pour l'avoir compris dans sa totalité, c'est un peu compliqué. Donc, il est préférable d'en avoir lu un peu plus pour pouvoir en parler mieux. Ceci dit, il y a aussi quelque chose qui est intéressant, c'est cette espèce de plateau que vous voyez apparaître, c'est-à-dire qu'à partir d'un certain nombre de mots qui sont lus assez rapidement par les élèves et correctement lus, eh bien de toute façon, leur capacité à comprendre le texte n'augmente pas pour autant. C'est un peu étrange, tout d'un coup, il y a une sorte de seuil qui s'arrête. En d'autres termes, ce n'est pas parce que je lis de plus en plus vite que je lis de mieux en mieux, et on peut s'interroger sur le fait que non, déchiffrer, ce n'est pas un prédicteur de la compréhension. Alors ça, c'est pour faire encore plus chic. Vous y voyez là tout des chiffres. Ces chiffres sont là pour nous dire quoi? En fait, c'est la conclusion qui m'intéresse. C'est le fait que dans la compréhension autonome en lecture et à la fin du CP, on constate qu'il y a 2 éléments qui vont particulièrement marquer parce qu'ils ont été des objets d'apprentissage tout au long du CP. Le premier, c'est le fait qu'il décode. Oui, on peut effectivement raisonnablement penser que pour être autonome, il faut pouvoir déchiffrer tout seul. Si je dois faire appel à un lecteur public, je ne suis plus autonome. Donc savoir déchiffrer aide à la compréhension, ça paraît raisonnable. Mais également la compréhension du texte entendu. La compréhension du texte entendu, ça veut donc dire que ce n'est plus lié du tout à la question du déchiffrage, c'est lié à d'autres facteurs, à d'autres processus sur lesquels on peut également agir. On en arrive à une conclusion toute bête. Hein. Mieux les élèves comprennent les textes qu'on leur lit, mieux ils comprennent les textes qu'ils lisent seuls. C'est une bonne nouvelle, mais ça veut dire qu'on peut travailler en amont et très tôt sur la question de la compréhension, donc dès avant qu'ils sachent déchiffrer. Et enfin, les compétences en décodage, pour importantes qu'elles soient, n'épuisent donc pas l'explication de la qualité de la compréhension. Ça justifie que j'ai choisi cet apprentissage, c'est-à-dire que je me fixe sur l'apprentissage de la compréhension en évacuant le reste. Or, certains maîtres font de la maîtrise du code un préalable ou une quasi-exclusive. Alors, c'est dû à des tas de bonnes raisons, hein, on peut l'entendre. L'institution insiste sur le fait qu'il faut travailler en particulier cela, exclusivement cela, et surtout en premier cela. Un certain nombre de chercheurs, vous en avez eu d'autres qui sont venus à ma place d'autres années, qui vous ont démontré par A plus B exactement le contraire de ce que je suis en train de dire. Les parents qui s'inquiètent, ou plutôt qui s'assurent que parce que leur enfant sait déchiffrer, alors ils se disent ça va, il sait lire. Parfois même certains collègues, voire les médias. Enfin, pour certains, la compréhension n'est pas jugée prioritaire. Elle n'est pas jugée prioritaire, peut-être parce qu'il est plus, mais il est plus commode d'enseigner le déchiffrage que d'enseigner la compréhension. La compréhension, ça implique un mystère. Chaque fois que je rencontre un texte, c'est une nouvelle aventure. Quand je rencontre un B et un A, c'est une aventure infiniment répétée. Ça fait toujours bas si tout va bien. Et tout est difficile dans la compréhension. Combien d'entre vous se posent aujourd'hui la question « Comment j'évalue la compréhension de mes élèves ?» L'interrogation que je pourrais avoir, c'est de dire « Et aussi comment elle s'enseigne ?» Alors, consensus. Des consensus qui disent que l'enseignement explicite de la compréhension produit des effets sans nuire au développement du code. C'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on peut commencer très tôt avant même qu'ils sachent décoder. Non, parce que vous aurez appris à vos élèves à comprendre très tôt, ils sauront quand même décoder, rassurez-vous, rien n'est perdu, et ceci est vrai d'ailleurs très au-delà du CP. Et qu'enfin, il faut poursuivre l'enseignement explicite de la compréhension pendant que les élèves apprennent à déchiffrer, ce qui signifie qu'il y a là une véritable réflexion en quasi-didactique, cette fois-ci par quoi je commence. Moi, j'ai envie de vous dire, commençons par le tout, s'il vous plaît. Ce qui nous amène à dire que si on doit travailler sur les deux,
et dans un même mouvement, je dirais, alors il est souhaitable de ne pas choisir les mêmes supports. Oui, je sais qu'il est difficile pour un enfant de déchiffrer dès le début du CP des textes complexes qui méritent d'interroger la compréhension et que c'est beaucoup moins intéressant lorsqu'il s'agit de Lola qui aime le lilas. Et pourtant, il est peut-être bon d'apprendre à déchiffrer sur du matériau qui est déchiffrable, mais de surtout faire de la compréhension ailleurs. Je pense que c'est ça qui a tué la méthode mixte. Enfin, et pour finir, puisqu'il s'agissait de différenciation, quand on pose la question à un certain nombre d'enseignants sur l'auto-efficacité professionnelle de leur action, eh bien, sur un certain nombre d'items, finalement, les enseignants considèrent qu'il y a un certain nombre de choses qu'ils font en classe qui doivent accompagner le bon résultat de leurs élèves. Vous voyez que la différenciation est pour le moins pas positionnée en première analyse. D'ailleurs, le terme de différenciation, je préfère diversité que différenciation, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Bon, donc, je décide d'enseigner l'apprentissage de la compréhension. Vous m'avez bien entendu, je veux enseigner l'apprentissage de la compréhension. Je ne veux pas la vérifier chez des élèves qui comprendraient déjà. Ce qui veut dire que je vais devoir procéder autrement et faire appel à l'intelligence des élèves et non pas à leur capacité mémorielle seulement. Et première chose qui me viendrait à l'esprit, tout compte fait, maintenant que je veux enseigner ça, mais au bout du compte, qu'est-ce que c'est que comprendre? Parce que je veux l'enseigner, mais qu'est-ce que ça signifie? Alors je vais reprendre là, et d'une manière très imagée, quelque chose que vous avez déjà entendu, mais qui me paraît satisfaisant. C'est-à-dire que je vous confie à tous un texte, le même, par exemple ce qu'on est en train de projeter depuis tout à l'heure. Alors certains de Philippe Mérieux, qui nous rappelait son article, étaient quand même écrit très petit. Donc je ne sais pas si tout le monde a pu le lire avec la même facilité, mais admettons, je vous le fournis à tous et je vous dis, nous allons en parler. Tout comme Philippe a dit tout à l'heure, voici 10 propositions de ChatGPT et nous allons en parler. Je vous signale au détour que j'ai fait exactement la même chose. En vérité, j'ai interrogé ChatGPT en lui disant « Et si je voulais parler de la compréhension et des modalités de son enseignement différencié, que répondrais-tu » À la différence de Philippe Mérieux, j'ai décidé de ne pas vous le proposer. C'était désespérant. Donc, tout ce qu'il vous a dit, je le reprends à mon compte et sur le sujet que j'aborde. Alors donc, qu'est-ce que c'est que comprendre? Je vous fournis ce texte à tous et je vous propose que nous en parlions. Il va se passer quelque chose d'heureux, c'est que nous allons arriver à en parler. Nous allons arriver à en parler ensemble parce que si tout va bien, nous avons tout de même respecté suffisamment l'auteur qui s'est cassé la tête à nous laisser une trace écrite, cette trace au futur. Il nous fait confiance en somme pour recevoir le texte qu'il nous a écrit sans le trahir. Sinon, il aurait écrit autre chose autrement à une autre époque pour d'autres personnes. Donc c'est à nous qu'il s'adresse, à nous ou à d'autres, et il espère bien que nous recevrons ce qu'il nous a offert, en quelque sorte, ou qu'il s'est cassé la tête à écrire. Si nous le recevons tous ensemble, il y a dans la compréhension quelque chose qui nous est commun. Il y a donc au moins un aspect de cette compréhension qu'on pourrait appeler ce commun partagé que l'auteur nous a offert et que nous respecterons. Oui, seulement voilà, vous, moi, nous tous, nous ne sommes pas les mêmes individus et de la même façon que tous les élèves vivent dans la classe dans leur singularité, tous les adultes continueront d'exister dans cette même singularité. Nous ne sommes pas des clones. Donc même si nous avons vu grosso modo la même chose dans ce texte que je vous ai proposé, il n'en reste pas moins que si tout va bien, chacun d'entre nous s'y est projeté. En gros, se l'est approprié. Et si nous nous le sommes approprié, c'est parce que chacun d'entre vous a un vécu, chacun d'entre nous a un vécu, a une expérience, a une relation à d'autres écrits, aux mêmes auteurs, etc. Et que nous en avons tous une identité particulière. Ce qui fait que dans cette lecture, nous projetons notre identité particulière. Et nous ne pouvons pas faire autrement que lors de l'échange, à la fois dire du même et en même temps dire de quelque chose de nous-mêmes. Il y a dans ce quelque chose de nous-mêmes un aspect de la compréhension, c'est la singularité de la lecture de chacun d'entre nous. Il y a donc dans la compréhension au moins deux aspects, l'un qui est le commun partagé, l'autre qui est la singularité de chacun. Mais la singularité de chacun respectant l'auteur, pas une singularité de chacun qui va si loin qu'on dévie de ce que l'auteur avait en tête au point que ce n'est plus de lui.
et que nous parlons d'autre chose. Il y a donc dans la compréhension, j'ai dû le mettre quelque part comme ça, voilà, un commun partagé et d'autre part l'expression d'une singularité. Alors en tout cas, moi je vais partir de là. Je considère que enseignant, c'est quelque chose qui m'a marqué et que je souhaite transmettre aux élèves. Je souhaite qu'ils perçoivent ce que c'est que comprendre, c'est-à-dire avoir ce commun partagé et exprimer ma singularité. Donc il s'agit à la fois de faire l'un et l'autre, à ceci près que chaque fois que vous rencontrez un texte, ce n'est pas le même. C'est une aventure, je disais. C'est-à-dire que vous vous affrontez à quelque chose. Et vous pouvez vous affronter à ce quelque chose dans différentes disciplines, dans différents types de textes, dans différents domaines. Ce qui veut dire que chacun de ces domaines, chacune de ces disciplines, chacun de ces types de textes ne convoque pas de la même façon le commun partagé à respecter et la singularité de chacun. On ne lira sans doute pas de la même façon, alors ça c'est une lapalissade, une poésie et un énoncé de mathématiques. On sent bien que dans un certain nombre de cas, l'auteur nous offre beaucoup de marge de manœuvre et aspire à ce que la singularité de chacun s'exprime pour une révélation particulière. Dans d'autres cas, le texte, au contraire, s'impose à nous avec des contraintes qui sont beaucoup plus fortes et ces contraintes vont conduire un apprentissage, l'appropriation d'une notion, une autre forme de révélation. Vous imaginez un texte scientifique qui nous montre quelque chose que nos sens ne nous montrent pas. Si on devait y mettre seulement notre singularité, la Terre serait toujours plate et le Soleil continuerait de tourner autour de la Terre. Construire finalement un équilibre sans cesse renouvelé en fonction du texte que nous rencontrons. Ce qui veut dire donc d'une certaine façon qu'au moment où je rencontre ce texte, il y a une première vision, quelque chose qui me saute aux yeux. Ça ressemble à une poésie, ça ressemble à un énoncé de maths. Manifestement, c'est une forme géométrique. Ça semble être un texte de science. De cette façon-là, je vais devoir à chaque fois construire un équilibre que j'appelle dynamique entre le respect du texte et puis ma projection à l'intérieur de ce texte. C'est une sacrée gymnastique. Enfin, c'est épuisant pour certains. Vous imaginez, vous passez d'une discipline à l'autre sans cesse, et sans cesse renouvelé, vous devez avoir une nouvelle posture. Pour certains élèves, c'est tellement fatigant que finalement, ils préfèrent renoncer. Donc on va essayer de les accompagner à adopter des postures de lecteur et puis à mettre en œuvre par ailleurs des compétences procédurales. Parce qu'on ne m'ôtera pas de l'idée que quand on rencontre du texte, s'il est écrit, il est écrit dans la langue et que la langue a des contraintes qui sont des contraintes linguistiques, des contraintes textuelles diverses et variées et que donner quelques outils aux élèves pour mieux labourer, eh bien c'est une chance de voir quelque chose fleurir qu'on appellera le sens. Ceci dit, vous vous dites tout ça c'est bien beau, mais maintenant qu'est-ce qu'on fait ? Et comment vais-je organiser un apprentissage de la compréhension des écrits? Donc, puisque je me suis posé la question, on va repérer déjà 3 éléments qui vont me permettre d'organiser ma séance. Les maîtres dont les élèves présentent les meilleurs résultats, nous dit-on dans une recherche très sérieuse, favorisent l'engagement actif des élèves dans la recherche du sens. Bonne nouvelle, ça veut dire qu'il est préférable que les élèves soient actifs plutôt qu'endormis, plutôt que passifs et à regarder ce qui se passe. Nous allons donc les convier à participer à l'émergence de cet apprentissage. Enseigne des stratégies qui sous-tendent des compréhensions efficaces. Ah, voilà qui va peut-être nous donner une piste de travail, travailler sur les stratégies de lecture. Peut-être bien que c'est un moyen pour certains élèves de soulager l'effort et de leur permettre d'entrer dans ce qui nous intéresse, le texte en question. Ah, mince, alors là je suis allé trop vite, voilà. Et font de l'enseignement des compétences langagières un objectif également prioritaire, c'est-à-dire qu'on n'abandonne rien de tout cela. Tout cela est convoqué d'une façon ou d'une autre. Il faut donc à la fois travailler l'engagement actif des élèves pour travailler les stratégies de lecture et également, quand c'est nécessaire, l'enseignement des compétences. Je dirais quand c'est nécessaire, ça l'est toujours. Je vais me fixer 3 objectifs. Développer des stratégies de lecture et des postures de lecteur. Alors, pour le coup, je vais faire un choix. Je vais dire, voilà, la modalité que je vais choisir, c'est de travailler sur du texte court. Et pour travailler sur ce texte court, je choisis un travail en petit groupe. C'est-à-dire que j'organise ce travail en petit groupe pour développer des stratégies de lecture.
Mais, dans le même temps, je vais travailler aussi sur le développement des compétences linguistiques et langagières qui sont associées à la compréhension des écrits. Et pour le coup, je vais le faire sur du matériau linguistique. Du coup, je ne vais pas travailler sur les mêmes textes, je vais plutôt travailler sur des mots, des phrases, des segments de texte. Et je vais choisir de mettre mes élèves en situation autonome, collectivement ou par petits groupes de travail. Enfin, et pour finir, je vais développer un autre aspect dont je n'ai pas parlé jusqu'ici, mais il fallait bien une zone de mystère. La troisième piste, c'est de se dire que pour un certain nombre d'élèves, ce qui se passe, c'est que comprendre à courte vue, ça pourrait le faire. Mais voir du chemin dans la continuité, beaucoup moins. C'est-à-dire que leur grande question, quand on leur offre un livre ou quand on leur met à disposition un texte, ça n'est pas de quoi ça parle, mais ça fait combien de pages ? Et dans le « ça fait combien de pages », on sent bien qu'il y a une détresse. Il faut donc d'une certaine façon réfléchir avec eux à comment rendre le chemin plus agréable. Vous savez un petit peu, je fais beaucoup de marches, mais en vérité le paysage est si beau que tout compte fait, ça vaut le coup, et je marcherai bien plus que ce que j'avais prévu. Et donc je me fixe là, par exemple, et pourquoi pas, d'utiliser un matériel qui est cette fois-ci un écran. Par le détour, je reviens quand même au thème. Et voici que je vais le faire. Et je vais le faire, et pour le coup, je ne vais pas le faire parce que ce n'est pas moi qui l'ai fait. C'est une stratégie, plutôt un dispositif que nous préconisons, et il a été réalisé. Je devrais vous dire depuis des éternités, puisque c'est depuis à peu près aussi longtemps que ce que nous nous connaissons avec Philippe Mérieux, c'est-à-dire que déjà à l'époque des entretiens Nathan, c'était en cours d'expérimentation. En l'occurrence, on va vous montrer une proposition, une petite vidéo qui a été réalisée en classe de cycle 3, en élémentaire, dans une classe de REP. Ça a été filmé en juin 2023, donc on est postérieur au Covid, et vous verrez que la langue n'a pas changé. Le virus n'a pas atteint la langue française. Ce qui veut dire que là, je dois lancer la formule magique, vous pouvez lancer la vidéo. Donc les élèves qui sont en autonomie, vous avez votre programme de travail, tout est écrit sur le tableau blanc, je vous fais confiance. Les autres, on va travailler en atelier de lecture. Quel est l'objectif d'un atelier de lecture, Aya? On peut apprendre des histoires. Tu peux m'expliquer ce que c'est qu'un texte narratif? Zineb? C'est un texte qui raconte une histoire. Il y a un narrateur qui dit l'histoire. On peut avoir un narrateur, effectivement, bien défini dans l'histoire. Quelle question je me pose quand je lis un texte narratif? Kevin? Qui sont les personnages principaux? Quoi d'autre? Où se passe l'histoire? Où se passe l'histoire? Lilia, tu peux me rappeler ce qu'on fait en atelier de lecture au début? Le lire et raconter l'histoire dans la tête. Et après, on devra dire qu'est-ce qu'on a compris dans l'histoire. On a le droit de ne pas être d'accord. Le principe, c'est qu'à la fin, on soit tous d'accord et qu'on vérifie tout. Très bien, puisque dans la troisième étape, on va vérifier les mots du texte qui vont prouver tout ce qu'on a noté au tableau. À la quatrième étape, on va se mettre au point, on va voir ce qui a été difficile dans le texte et ce qu'on a appris à la fin de l'atelier. Je vous distribue le texte, c'est du même auteur que le texte que vous avez lu la dernière fois. Que se passe-t-il dans cette histoire? Kevin, tu commences? C'est un petit chien qui raconte. À chaque fois, quand il mange le dîner, avant qu'il mange, elle est obligée de lui poser des questions mathématiques. Par exemple, combien de centimètres ça fait ça? Calcule-moi ça. Et qu'elle était vraiment sévère parce que même quand il mangeait, il devait faire des calculs. Est-ce que vous êtes d'accord que sa mère est sévère et que même quand le petit garçon mange, il doit faire des calculs? Oui, elle n'est pas sévère. Toi, tu n'es pas d'accord avec ça? Elle le force. Elle le force. Vous m'avez dit que dans cette histoire, il y avait un petit garçon, une mère, un père, que sa mère était sévère car elle l'obligeait à faire des mathématiques, sinon il ne mangeait pas. Qu'est-ce que tu voulais me dire sur la poésie, Kevin? Que le fils n'aime pas les poésies. Le fils n'aime pas les poésies. Vous n'étiez pas d'accord sur le fait que la mère était passée du sourire à la grimace
Vous n'étiez pas d'accord aussi sur le fait que le petit garçon croyait que sa mère était professeure de mathématiques. Vous n'étiez pas d'accord sur le fait que le père était professeur de français. On lui demande toujours qu'est-ce qu'il doit faire dans sa vie ou qu'il lui demande toujours des choses à faire. Enfin, par exemple, des multiplications, des divisions, des maths, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez de ce qu'a dit Zineb? Oui. Je vais donc vous donner de nouveau les textes. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant, Zineb? Il faut souligner Souligner quoi? les recherches qu'on a mises dans le tableau. Les preuves de tout ce qu'on a mis au tableau. Moi, j'ai trouvé qu'on parle du père, de la mère et du fils. Lui, son sourire a viré et à la grimace. Et normalement, il y avait écrit ça. Non, à la ligne 13 jusqu'à 15, il y a écrit le pire, c'est le spaghetti à la bolognaise, impossible d'en avaler la moindre bouchée. Vous avez fait des recherches, vous avez trouvé un certain nombre d'éléments qui prouvaient tout ce qu'il y avait noté au tableau. Au début, elle souriait, toute fière de son génie de fils. Mais très vite, son sourire a viré à la grimace. On est d'accord, ça prouve bien cette affirmation. Donc ligne 34, 35. Qu'est-ce que vous me prouvez d'autre? Zineb, tu me prouves quelque chose? Ça commence à la ligne 23 et ça termine à la ligne 28. Alors vas-y. À condition d'arrêter de fumer comme tu fais, 19 cigarettes par jour. Alors là, tu m'as prouvé quoi? Qu'elle fumait beaucoup. Qu'elle fumait beaucoup, là on le voit, à la ligne 27. Ma sœur et unique maman. Ça ressemble à quoi ça? À une lettre. À une lettre, hein? Et Tu as aujourd'hui mais comment 38 ans, etc. tu as aujourd'hui 38 ans, donc qu'est-ce que ça prouve? C'est après où c'est son anniversaire. Et de la même manière, regardez la ligne 18. Mais j'ai trouvé la parade. Ça veut dire quoi la parade? J'ai trouvé la solution. La solution pourquoi? C'est pour qu'elle arrête ça. Peut-être que c'est pour se venger, mais c'est surtout pour qu'elle arrête. Je vais vous relire le texte. Quand on a puré jambon le mardi soir, elle saute sur mon assiette, découpe ma tranche de jambon en carré, triangle ou trapèze et m'empêche de manger tant que je n'ai pas répondu à une foule de questions saugrenues. Tu peux me raconter maintenant l'histoire comme s'il la racontait de façon résumée à quelqu'un qui ne l'avait pas lu. Aya, tu commences? C'est l'histoire d'un garçon qui rentre de l'école. Et en fait, sa mère est prof de mathématiques à l'école. Elle s'est pas vantée, elle a juste eu un sourire. Et après, du coup... Elle était très fière que son fils puisse avoir fait tous ses calculs. Avant qu'on arrête l'atelier, qu'est-ce qui était difficile dans ce texte? Parce que je pense qu'il y avait pas mal de choses qui étaient compliquées. Qu'est-ce qui a été difficile? Oui. Le début. Le début, certains ont cru que le narrateur croyait que le père était professeur de français ou que la mère était professeure de français, alors que le narrateur nous disait « Je crois vous avoir déjà donné une information ». Certains mots, comme lesquels? Bisextile. Bisextile, qui était compliqué. Ruse. Kevin, sens poétique. Néanmoins, tu as eu la bonne idée de le rapprocher avec un mot de la même famille. Vous avez bien travaillé, vous pouvez aller le ranger. Bien, c'était court, ça aurait pu avoir lieu dans une classe de second degré, dans différentes disciplines, nous l'avons testé également. Merci à la collègue qui est quelque part dans la salle. Là. Alors, qu'avons-nous observé? Parce qu'en vérité, la question, ce qui m'intéresse, c'est pour atteindre ces objectifs pour tous, qu'avons-nous observé? Donc, je reprends les éléments que je vous présentais tout à l'heure, nos 3 objectifs. L'idée, c'est bien de se dire, j'ai des objectifs d'apprentissage, comment je vais les mettre en musique et comment je vais à la fois intéresser les élèves et les faire avancer. Le premier élément relève des stratégies de lecture. Vous avez vu effectivement un groupe d'élèves, je dis bien un groupe restreint d'élèves, qui étaient en train de travailler autour d'un texte. Là, il s'agit de se dire, j'ai un objectif, c'est le travail sur l'apprentissage de la compréhension. Je veux que les élèves puissent confronter les représentations qu'ils ont construites de ce texte, le film qu'ils se sont fait.
Je ne vais donc surtout pas poser une question fermée ou des questions successives qui n'auraient pour objectif, au bout du compte, de montrer à des élèves qui s'interrogent sur ce que c'est que comprendre, c'est saisir l'intimité de la compréhension du professeur. Un peu comme si le professeur a compris et je vous demande de me suivre. Non, c'est pas ça. C'est travailler dynamiquement à saisir ce que l'auteur est en train d'essayer de partager avec vous. Et donc je vais poser une question beaucoup plus ouverte comme celle qui a été posée, mais ce pourrait être aussi quel film vous êtes-vous fait, qu'avez-vous retenu de cette histoire, parlons-en, échangeons. Dans cet échange, il est donc nécessaire que les élèves puissent parler, que tous puissent échanger, qu'ils échangent non seulement avec le professeur, mais également entre eux, et qu'ils puissent interagir entre eux. Et pour qu'ils puissent interagir entre eux, alors je choisis une modalité qui va le permettre, sous mon contrôle néanmoins éclairé, mais de médiateur à la fois neutre et bienveillant. Médiateur neutre, ça veut dire que l'enseignant reçoit toutes les propositions des élèves sans faire de mimique, comme parfois on le fait, parce qu'on ne peut pas s'en empêcher. Vous savez, cette espèce de tristesse, ce souffle dans lequel on dit « et quoi d'autre ?» Ce je ne sais quoi qui montre pour l'élève que bon, la réserve est là et qu'il aurait mieux fait de se taire parce qu'on n'est pas en train d'adhérer. Là, il ne s'agit de n'apporter aucune réponse immédiate. On accueille en quelque sorte les différentes propositions des élèves puisque ce sont à la fois des éléments sur lesquels ils vont pouvoir avoir du commun, mais éventuellement exprimer leur singularité. Puisque vous l'avez vu de manière, alors c'est très rapide, il faut tout saisir, là, parce que chaque image finalement a son importance. Vous avez vu qu'il y a ce que nous partageons, ce sur quoi nous sommes d'accord, ce sur quoi nous ne sommes pas d'accord. Le but du jeu, c'est simplement de s'assurer que s'il y a des choses sur lesquelles nous sommes d'accord, c'est peut-être la synthèse du texte, l'essentiel qui en vient, ou peut-être pas, car nous nous sommes peut-être tous trompés. Et d'autre part, qu'il y a des propositions spécifiques qui ne sont pas en accord pour tous les élèves. Mais c'est intéressant, cette confrontation. Elle permet à chaque élève de se dire « j'ai quelque chose à en dire ». Ce qui va être d'autant plus intéressant lorsqu'il va y avoir une vérification, c'est-à-dire un retour au texte après qu'il y ait eu ces échanges, un temps pour chaque élève et pour les membres du petit groupe de réflexion personnelle. Vous avez vu que pendant qu'il revenait à la vérification, l'enseignante était partie ailleurs avec d'autres élèves pour commencer à regarder ce que faisaient d'autres élèves dans le même temps. Je dis bien dans la simultanéité de la séance, d'autres élèves faisaient manifestement autre chose. Eh bien, ce petit groupe-là va commencer à travailler un peu tout seul, mais en échangeant. Vous l'avez peut-être entendu. Je suis d'accord, je suis pas d'accord, mais non, moi j'avais dit ça, mais moi je l'ai lu à telle ligne. Donc il va y avoir ce temps de travail de retour personnel là-dessus. Le but du jeu, s'ils ne sont pas d'accord, ça n'est pas seulement de vérifier qui a raison, mais parfois de se rendre compte que l'espace ouvert par le professeur offre à chacun l'opportunité d'une singularité de la compréhension acceptable. Et à ce moment-là, ils se disent « j'ai droit à une lecture personnelle, bien qu'elle soit communément partagée ». Et c'est quelque chose que, pour le coup, les élèves s'approprient sans qu'on leur dise ce qu'il y a à comprendre ou ce qu'il n'y a pas à comprendre. Donc, le pourquoi, le voici, le comment nécessitait que les élèves ne soient pas trop nombreux afin qu'ils soient dans une situation, je dirais, de confort de parole et d'échange possible. À ce moment-là, cette manière de faire se justifie. À ce moment-là, elle se justifie. Mais vous avez également observé qu'il y avait certains élèves qui étaient manifestement tout seuls. On leur avait donné un petit panneau avec des tâches à réaliser et ils étaient dans un travail. Alors, quel était ce type de travail qu'on attend d'eux? C'est un temps d'imprégnation et de consolidation de notions qu'ils maîtrisent déjà pour partie, car je n'imagine pas qu'on mette des élèves en autonomie complète sur des notions ou des compétences ou des habiletés qu'ils ne maîtrisent pas. La plupart du temps, ils passeront leur temps à interrompre l'enseignant qui est en train de travailler avec son petit groupe pour dire « j'ai pas compris, qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Ou bien, parce qu'ils sont sages, gentils et bien scolaires, s'arrêteront en attendant des jours meilleurs. C'est-à-dire que ça se passe. En d'autres termes, pendant ce temps-là, ils n'auront pas fait grand-chose. Ce qui va m'intéresser, c'est donc de leur fournir une proposition de travail. Là, vous l'avez vu, il y avait des activités à conduire, écrites cette fois-ci, où l'élève est dans un travail qui a été collectif, mais autonome chacun, mais on peut imaginer des petits groupes travaillant chacun sur des aspects différents. Ce qui m'intéresse,
c'est qu'ils sont aussi en train de s'interroger sur l'apprentissage de la compréhension. Ils sont aussi dans cette démarche. J'ai plus que 3 minutes? Ça va être chaud. Et donc, vous avez même vu qu'il pouvait y avoir, dans une classe où il y a un enfant à besoin particulier, comme on dit, avec un profil spécifique, une AESH qui suivait un enfant en particulier, ça n'est donc pas contradictoire. Un troisième point, donc, certains élèves sont donc en fragilité avec des lectures longues, mais il s'agit de les accompagner sur cette lecture longue, et donc on ne va pas leur donner une injonction de lecture à la maison, ça ne marche pas bien, ça, si vous le savez, ça fonctionne très mal pour ceux qui ne sont pas habitués à lire long. On va les mettre face à un outil, pour le coup numérique, qui s'appelle la machine à lire, et qui a la vertu de proposer une alternance entre des temps de lecture autonome, et puis la machine peut reprendre la main et lire aux élèves le texte, la suite du texte, avant qu'ils reprennent la main. L'intérêt là-dedans, c'est que ces élèves, autour de cet apprentissage du texte long, et donc de l'endurance de lecture, ont le choix des textes qu'ils vont décider de travailler, et même des petits challenges qu'ils se fixent eux-mêmes, c'est-à-dire l'alternance entre le temps de lecture et le temps d'écoute. Ils peuvent régler ce temps d'écoute et ce temps de lecture, ce qui fait que petit à petit, comme un marathonien, ils finiront grosso modo par avoir envie de lire plus et d'écouter moins. C'est ce qui se passe dans la réalité, puisqu'on l'a testé depuis belle lurette. Les élèves finissent par dire « moi je préfère avoir le livre plutôt que d'avoir la machine ». On a tout gagné. Alors, dans les 2 minutes qui me restent, vous avez remarqué, alors pour aller vite, une diversité d'objectifs. Pour certains élèves, c'est l'appropriation de la compréhension par la création de postures, de démarches, de stratégies. Comment je m'y prends pour comprendre? J'apprends que comprendre, c'est échanger par l'oral entre nos représentations, qu'on peut développer la maîtrise d'habiletés et des compétences linguistiques, devenir endurant, mais aussi qu'il y a une diversité des approches et des supports. On va travailler tantôt sur du texte court, tantôt sur du texte long, tantôt sur diverses unités linguistiques, mais j'insiste, tous les élèves finiront par passer par chacun des ateliers. C'est-à-dire qu'il y a un objectif commun à tous, nous apprendrons à comprendre les textes et chacun pourra y apporter de lui-même. C'est ça l'idée. Il y a donc une diversité des modalités, tantôt en groupe restreint parce que ça s'y prête, tantôt en collectif parce que ça s'y prête, tantôt en petit groupe autonome, ensemble dans la classe ne fonctionnant pas exactement sur la même chose parce que ça s'y prête, et tantôt en individuel parce que c'est nécessaire. Eh bien moi je considère que c'est une forme de variété et de diversification de l'enseignement à destination d'un objectif particulier, là, en l'occurrence, la question de l'apprentissage de la compréhension. Alors, il me reste 1 minute, ce qui fait que je n'ai absolument pas le temps. Voilà. Et alors, il y a une conclusion sur... Il y en avait une avant. Il y avait une conclusion sur la compréhension des écrits. Il s'agit de développer d'une part les stratégies, de développer par ailleurs les compétences et pour finir de développer, on va dire ce que j'appelle moi la spirale de la lecture, c'est-à-dire lire mieux. Si je lis plutôt mieux, je peux lire plus, donc je vais lire beaucoup, puis je vais m'entraîner à lire beaucoup. Si je lis beaucoup, j'ai plus de chances de rencontrer des textes qui me plaisent, somme toute, donc j'y trouverai de la satisfaction. J'aime pas le terme aimer lire, parce que ça ne se décrète pas. Il y a des choses qu'on aime lire, d'autres qu'on aime moins lire, mais c'est quand même bien utile. Donc on va trouver de la satisfaction à lire. Si c'est le cas, on aura envie de lire plus, donc de lire mieux. C'est une spirale que j'appelle vertueuse vers l'irréversibilité de la lecture et de sa compréhension. 2 dispositifs s'y prêtent, c'est le rôle et Polylecte dans notre labo. Il y a aussi une conclusion à mener sur la diversification des enseignements. Bon, vous avez compris que d'une manière ou d'une autre, j'ai un peu le sentiment que cette diversification, pour moi, c'est consubstantiel de la pédagogie. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, c'est ça la pédagogie. C'est-à-dire établir une relation heureuse entre un professeur qui veut apporter quelque chose à ses élèves, les éclairer,
des apprenants qui viennent de toute façon avec l'envie d'apprendre. Alors je ne sais pas si c'est écrit au frontispice de tous les établissements scolaires, mais je crois que c'est écrit sur le cerveau de tous les enfants qui arrivent à l'école. Ils ont envie, c'est à nous de faire en sorte qu'elle reste, et puis ensuite développer tout de même des objectifs d'apprentissage pour tous. Je crois sincèrement, parmi vous, collègues qui enseignez régulièrement, que d'une façon ou d'une autre, il y a des aspects de cette diversification que vous abordez en classe et que, comme M. Jourdain, vous faites de la différenciation sans le savoir. Pardon, mais je préfère qu'on la fasse en le sachant. La pédagogie différenciée, moi je trouve que c'est quasi tautologique hein, comme formule, parce que pour moi la différenciation elle est dedans. Et alors je voulais conclure par ça, ce qui fait que j'ai même pas besoin de ceci. Tac, voilà. Je voulais conclure comme ceci. Si je reprends le titre qui est « Attiser le désir d'apprendre », je crois que c'est ce que nous recherchons chez tous nos élèves. Mais je voudrais quand même finir par quelque chose. Je crois que si nous avons envie de nous lever tous les matins en nous disant « j'ai envie d'aller en classe », parce que je sais que mes élèves se sont levés ce matin parce qu'ils ont envie de me rejoindre, alors il faudrait que nous ayons une seconde controverse qui s'appellerait « Attiser le désir d'enseigner ». Je vous souhaite d'avoir le plaisir de vous lever tous les matins de cette façon-là. Merci. Merci Bruno, merci. Question courte, réponse courte, parce que mais nous aurons tout le temps à... je presse un peu mes intervenants parce que comme le recteur a un horaire assez précis et qu'il a tenu à vous dire quelques mots de synthèse après les interventions, j'ai réservé la discussion, la réponse aux questions et les questions plus longues d'Adrien pour après l'intervention du recteur. Donc, mais tu peux poser une petite question, si tu veux, à Bruno, qui répondra par une petite réponse. Je crois que c'est Victor Hugo qui dit dans une lettre « Je suis désolé, j'ai pas eu le temps de faire court ». Mais c'est très dur de faire court. Bon, merci Bruno Germain d'avoir reparlé comme ça de cet enseignement de la compréhension qui se fait effectivement avant l'apprentissage de la lecture. Et ça, il faut le rappeler. C'est pour ça que la maternelle, l'école maternelle est indispensable. Travailler la compréhension des textes entendus. Merci d'avoir parlé de l'atelier de compréhension de texte, parce que pour un enseignant comme moi, c'est une façon d'enseigner qui a révolutionné ma pratique au jour le jour. C'est-à-dire qu'on a les piliers de Philippe Mérieux. L'engagement, les élèves sont là, ils sont souvent par petits groupes, on les écoute, on parle de ce qu'ils disent. Il y a l'enquête, on va vérifier nos hypothèses. Et puis il y a le rapport au savoir. Parce que finalement, au bout du compte, dans ces ateliers de compréhension de texte, c'est le texte qui valide nos hypothèses. C'est après avoir mené cette enquête que voilà, le savoir vient du texte. Et ça fait de nous un médiateur. Je connais beaucoup d'enseignants qui font du rôle ou des ateliers de compréhension de texte, aussi en histoire, aussi en géographie, parce que c'est une démarche pédagogique hyper intéressante. Pour les jeunes enseignants, je vous conseille de vous pencher là-dessus, vous allez gagner du temps. Voilà, moi je croyais que mes élèves n'aimaient pas lire en réseau d'éducation prioritaire, et en fait je me disais, non en fait, je me suis aperçu qu'ils ne comprenaient pas ce qu'ils lisaient. Mais si en classe, on finit par comprendre ce qu'on lit, est-ce que ça nous assure pour la suite de l'élève, de l'enfant, qu'après l'école, qu'après les ateliers de compréhension de texte, il continue à aimer lire et qu'il continue à attiser ce désir d'apprendre? Alors, l'expérience nous montre que des élèves qui n'aiment pas lire à l'école n'aiment pas lire chez eux. Et je crois que s'ils n'aiment pas lire chez eux, c'est parce qu'ils n'ont pas forcément eu un environnement favorable, des exemples qui, sous leur nez, leur donnent envie de lire et leur montrent tout l'intérêt qu'il y a à lire et tout ce qu'ils ont à gagner et comment ils peuvent grandir par la lecture. Et là, pour le coup, je pense que c'est un rôle de l'école que de le faire et de montrer que c'est transférable. C'est-à-dire que
Moi, alors, je l'ai entendu, parce que c'est pas moi qui l'ai vécu, mais je l'ai bien entendu dans une classe des enfants qui travaillaient en atelier de compréhension de ce type et qui, soumis à un texte, dans une autre circonstance de l'école, avaient dit « mais est-ce qu'on doit lire comme en rôle ?» C'est-à-dire, est-ce qu'on doit lire en comprenant? Et donc, ils s'interrogeaient encore sur le fait que c'était transférable. Une fois qu'ils ont bien compris que oui, on lit toujours comme ça et qu'une fois qu'on a cette posture de lecteur, eh bien, elle est acquise pour toujours. Moi, je dis que cette fameuse spirale de la lecture dont je parlais tout à l'heure, elle est engagée et de manière irréversible. Merci Bruno. Très bien, très bien. Bravo.